Voilà, bonjour, excusez du retard. Aujourd'hui, je termine avec l'audit des comptes annuels en Suisse. C'est une obligation de faire réviser ses comptes, sauf quelques exceptions. On distingue le contrôle ordinaire de l'organe de révision et le contrôle restreint, qui, comme son nom l'indique, est plutôt restreint dans le détail des contrôles effectués. Alors, voilà les sociétés qui sont tenues de soumettre leur compte annuel, éventuellement leur compte de groupe, au contrôle ordinaire d'un organe de révision, notamment celles ouvertes au public, qui ont émis des titres, emprunts, actions ou titres de participation cotés en bourse. Celles qui, je ne lis pas tout, celles qui atteignent ou dépassent des critères de taille. Donc vous voyez, 2 des 3 critères suivants sont atteints, dépassés. Donc pendant 2 exercices consécutifs, vous avez par exemple un total de bilan de 30 millions, premier critère atteint, un total de chiffre d'affaires 35 millions, deuxième critère pas atteint, mais 300 équivalents plein temps, troisième critère atteint. 2 critères parmi les 3, il en faut 2 au moins, sont atteints. L'entreprise n'a pas le choix, elle doit soumettre ses comptes au contrôle ordinaire d'un organe de révision. Il y a encore d'autres cas, comme vous le voyez. Alors, le contrôle ordinaire, il y a encore les fondations, associations qui sont soumises au même principe que ceux qu'on a vus, notamment de taille. Donc des grandes fondations, des grandes associations. Même raisonnement pour l'obligation de contrôle. Ce contrôle doit être distingué du contrôle restreint. Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint, toujours d'un organe de révision. On va voir ce que signifie organe de révision. Si tous les actionnaires y consentent et beaucoup d'entreprises concernées, les actionnaires consentent à ce que l'entreprise renonce à ce contrôle restreint. Mais alors, il faut que le total des effectifs ne dépasse pas 10 emplois plein temps. Alors, ça veut dire quoi? Petite société, en guillemets, petite, vous avez moins de 10 employés à plein temps. Les actionnaires, l'Assemblée générale peut très bien décider de se passer d'organes de révision. Il n'y a donc pas de contrôle des comptes annuels. Par contre, si on dépasse 10 emplois à plein temps, là, il n'y a pas de discussion. On doit avoir un tel contrôle restreint. Bon, ça veut dire qu'à l'exception des petites sociétés, moins de 10 emplois plein temps, pour autant encore que tous les associés y consentent. L'un pourrait dire non, mais moi ça ne me plaît pas, j'ai envie que les comptes soient quand même vérifiés, audités par un organe de révision. Dans ce cas, le contrôle restreint subsiste. L'organe de révision. Alors, les sociétés ouvertes au public doivent désigner comme organe de révision une entreprise de révision qui est soumise à la surveillance de l'État. Ces sociétés de révision, on estime qu'elles ont quand même une mission très importante, vérifier les sociétés ouvertes au public, c'est-à-dire qui font appel à des fonds du public. Alors, l'organe de révision est soumis à une surveillance étatique. C'est l'autorité de surveillance en matière de révision, organe d'État, qui va surveiller ces entités de révision, c'est-à-dire qui va vérifier régulièrement dans quelle mesure l'entreprise de révision fait correctement son travail, reste indépendante ou non, d'un éventuel actionnaire qui aurait une part importante du conseil des voix, une part indépendante du conseil d'administration, etc. Les autres sociétés, tenues à un contrôle ordinaire, désignent comme organe de révision un expert réviseur agréé. C'est une ordonnance du Conseil fédéral qui définit quels sont les critères pour obtenir, sur requête, on n'obtient pas d'office, ce titre d'expert réviseur agréé. Et puis, les sociétés tenues à un contrôle restreint doivent désigner comme organe de révision un réviseur agréé. Là aussi, c'est l'ordonnance du Conseil fédéral qui définit les conditions d'agrément pour être
réviseur agréé pour donc pouvoir officier comme organe de révision. Alors, l'organe de révision, la loi lui prévoit certains critères d'indépendance, c'est normal. Vous auditez des comptes d'une société, vous devez être indépendant. De toute personne qui participe, pour toute personne, oui, indépendance de toute personne, pardon, qui participe à la révision, donc pas seulement la société de révision, mais toute personne, des membres de l'organe suprême, supérieur, de direction, d'administration, de l'organe de révision lorsqu'il s'agit d'une personne morale. La loi prévoit des cas d'incompatibilité de l'indépendance et des cas donc où l'organe de révision ne doit pas accepter son mandat. Prenez par exemple l'organe de révision, vous êtes organe de révision et vous auditez une société dont vous êtes actionnaire, ça ne va pas. Une société dont vous êtes aussi membre du conseil d'administration, c'est vous qui établissez les comptes, vous allez vérifier ces comptes, ça ne va pas, vous n'êtes pas indépendant. Une société qui vous a fait un prêt important, vous n'êtes pas indépendant. Une société dans laquelle vous prenez des parts, vous n'êtes pas indépendant. Une société qui est liée économiquement, c'est-à-dire qui représente pour l'organe de révision un très gros volume de son chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas vous permettre facilement de perdre le mandat, vous n'êtes pas indépendant. Vous voyez, il y a des situations, certaines sont prévues dans la loi, clairement, mais des situations où l'organe de révision doit se dire, dans ces situations, je ne peux pas accepter le mandat, parce qu'il n'y a pas d'indépendance. Les attributions en cas de contrôle ordinaire, toujours fixées dans la loi, on le voit. J'en prévois quelques-unes, parce qu'il peut y en avoir d'autres. L'organe de révision vérifie si les comptes, éventuellement les comptes de groupe, sont conformes à la loi, c'est-à-dire aux dispositions légales, au statut, au cadre de référence choisi, si on applique par exemple un cadre de référence comme les normes internationales IFRS, les normes SwissGap RPC, etc. Très important. Vous allez vérifier, puis ensuite attester si ces comptes sont ou pas conformes à la loi, au cadre de référence choisi, au statut. C'est fort comme conclusion à ce rapport de révision. Vous voyez, à l'issue de nos travaux, nous attestons, nous estimons que les comptes sont conformes ou pas à la loi, au statut. Ensuite, si la proposition de répartition du résultat, par exemple le dividende, est ou non conforme à la loi et au statut. S'il existe, le cas échéant, un système de contrôle interne. Ensuite, établissement d'un rapport. Donc vous avez vu, vérifier, rapporter. C'est les missions. Vérifier, rapporter. Et la mission de l'organe de révision n'est jamais d'établir les comptes. Jamais. Ni d'ailleurs de les modifier. Si l'organe de révision, dans son travail, voit que les comptes ne sont pas conformes à la loi sur un point, il ne peut pas les modifier. Il doit informer le conseil d'administration, voilà, sur ce point je ne suis pas d'accord. Je vous suggère de changer, mais c'est le conseil d'administration qui va devoir changer. S'il ne veut pas, on va voir. Établissement du rapport. Rapporter. L'organe de révision établit, à l'intention d'abord du conseil d'administration, un rapport détaillé qui comprend les constatations relatives à l'établissement des comptes, système de contrôle interne, l'exécution, le résultat du contrôle. Donc, dans ce contrôle ordinaire, l'organe de révision rend rapport au conseil d'administration sur le résultat de ses travaux. Puis ensuite, il rend rapport à l'Assemblée générale. Vous voyez, vous êtes actionnaire, les comptes sont établis par le conseil d'administration et vous sont transmis, mais maintenant, on vous transmet aussi, vous avez droit au rapport de cet organe de révision. Indépendant, je rappelle, qui satisfait à des conditions de qualification. Tout le monde ne peut pas être réviseur agréé, expert réviseur agréé. Rapport écrit, détaillé, qui résume le résultat de la vérification. Et ce rapport contient un avis sur le résultat du contrôle,
des indications sur l'indépendance de l'organe de révision, donc on doit attester si on est ou pas indépendant, des indications sur la personne qui a dirigé la révision, sur ses qualifications, une recommandation d'approuver ou pas, avec ou sans réserve, les comptes annuels, les comptes de groupe, voire de les refuser. Vous voyez, à la fin du rapport de révision, il y a cette phrase, nous recommandons d'approuver, c'est fort, hein, nous recommandons à l'Assemblée générale d'approuver les comptes sans réserve ou avec réserve. Alors là, ça devient un peu problématique, parce que s'il y a une réserve, ça veut dire que, oui, d'accord, on recommande d'accepter les comptes, mais attention, sous réserve d'un point, par exemple, je dis comme ça, hein, le stock qu'on n'a pas pu vérifier, parce qu'il manque un inventaire, parce qu'on n'avait pas l'information. Voire refuser les comptes. Nous, on a fait nos vérifications, on arrive au constat que ces comptes ne sont pas conformes à la loi, on ne peut pas recommander, ils sont tellement pas conformes à la loi qu'on ne peut pas recommander l'approbation des comptes. Puis après, l'Assemblée générale décide. En principe, quand on a un tel rapport, c'est renvoi au conseil d'administration pour établissement de nouveaux comptes conformes à la loi. Puis ensuite, avis obligatoire. Je précise toujours qu'il y a d'autres attributions à l'organe de révision. L'organe de révision, s'il constate qu'une disposition de la loi, des statuts, du règlement d'organisation interne n'est pas respectée, il en avertit par écrit le conseil d'administration. Il en informe l'Assemblée générale. Lorsqu'il constate que ces violations de la loi, des statuts, si elles sont graves ou si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates, après avertissement. Donc vous voyez, l'organe de révision constate dans son travail qu'une disposition légale autre que celle du droit comptable n'a pas été respectée. Par exemple, l'Assemblée générale a distribué, le conseil d'administration a acquis pour l'entreprise des actions propres au-delà des limites légales. Il a acquis des actions propres alors qu'il n'y avait pas les réserves disponibles suffisantes. C'est contraire à la loi. Quand on fait l'audit, c'est difficile de ne pas le voir. On doit l'indiquer au conseil d'administration, dans les cas graves, à l'Assemblée générale. Et ça montre que l'organe de révision doit maîtriser parfaitement le droit comptable, mais aussi les autres dispositions de la loi, des lois. Parce que si dans son travail, il constate qu'une disposition légale autre que droit comptable n'est pas respectée, information. Avis avec célérité, c'est-à-dire avec rapidité, au juge ou au tribunal, si la société est surendettée, manifestement surendettée, et si le conseil d'administration a omis d'aviser ce tribunal. Vous voyez, dans certains cas, la société elle a plus de dettes que d'actifs. Ça veut dire qu'elle a des fonds propres négatifs par suite de pertes. Le législateur se dit, très logiquement, comme l'actif, seul l'actif couvre les dettes, vous voyez, dans la SA, SARL, seul l'actif couvre la dette. SARL, les statuts peuvent prévoir des dérogations, peuvent prévoir des contributions supplémentaires de la part des associés. Mais négligeons ce point. Vous dites, le bilan, le dernier bilan, ou durant l'année, on estime que la société va mal et on voit sur la base du bilan que les pertes sont tellement importantes que les fonds propres sont négatifs. Les pertes, ça diminue les fonds propres, on le sait. Ça veut dire que l'entreprise n'a plus d'actifs suffisants pour rembourser les dettes. Le législateur veut protéger le créancier en disant le créancier apporte des fonds, prête ses fonds avec l'optique d'être remboursé. Je ne veux pas prendre un risque d'actionnaire puisque le créancier ne bénéficie pas des avantages de l'actionnaire. C'est-à-dire qu'en cas de bénéfice, le bénéfice, ce n'est pas pour le créancier, mais pour l'actionnaire. Alors, si les actifs sont insuffisants pour couvrir les dettes, on parle de surendettement. Surendettement, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de dettes, mais il y en a trop. Il y en a trop par rapport aux actifs.
Alors, le conseil d'administration doit spontanément, même s'il n'a pas envie, c'est comme ça, annoncer la situation au juge, tribunal, qui va prononcer la faillite. Éventuellement un ajournement de faillite, mais on va dire la faillite. Si le conseil d'administration omet de le faire, il ne voit pas le truc, il ne connaît pas la loi, il n'a pas fait les vérifications nécessaires, c'est l'organe de révision qui doit suppléer à ce manquement du conseil d'administration. C'est lui qui doit spontanément, bon, il dira le conseil d'administration, maintenant je vous donne encore quelques jours pour aller chez le juge, sinon c'est moi qui y vais, mais c'est lui qui supplée au manquement du conseil d'administration. Et il a avantage à le faire, hein, parce que s'il y a faillite, puis qu'il a tardé à annoncer la situation de faillite au juge, qui seul peut prononcer la faillite, le juge, ben, voyez ce qui peut se passer. Des créanciers pourraient dire vous avez tardé à annoncer la faillite. Si vous avez annoncé la faillite plus tôt, ben, j'aurais peut-être pas livré, je suis fournisseur, je ne livre pas une société en faillite. J'aurais pas perdu. Il y a donc une faute de la part tant du conseil d'administration que de l'organe de révision. Il y a un dommage, il faut déjà prouver le dommage à l'issue de la faillite. Il y a un lien de causalité, c'est-à-dire que le dommage est dû à la faute de l'organe de révision et du conseil d'administration. Les deux sont responsables civilement, c'est-à-dire en dommage-intérêt, sont responsables du dommage qu'ils ont causé. Donc ils doivent payer, rembourser le dommage causé, en l'occurrence à ce créancier. Donc on voit que ces attributions, elles sont lourdes, elles sont importantes, puis il vaut mieux les connaître tant si on est au conseil d'administration qu'organe de révision. Contrôle restreint, l'indépendance, c'est la même chose. Vous devez être indépendant d'un membre du conseil d'administration. Vous ne pouvez pas avoir un mandat d'organe de révision et puis votre conjoint est au conseil d'administration de la société révisée, ça ne va pas. Ou un de vos proches, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas être organe de révision et un proche d'un actionnaire important, ça ne va pas. Il y a d'autres cas d'indépendance nécessaires. Attributions. Alors elles sont moins importantes, moins denses que dans le contrôle ordinaire. Ici, vérifier s'il existe des faits dont il résulte les comptes annuels ne seraient pas conformes à la loi statut. Oui, je ne vérifie pas si tout est conforme, je vérifie si ce qu'on me présente, dans ce qu'on me présente, les comptes annuels que le conseil d'administration me présente, que je vérifie, ben je vais vérifier si il y aurait des faits dont il résulterait que ces comptes ne seraient pas conformes. Ça change un peu. Dans un cas, je dois vérifier si tout est conforme. Dans un autre cas, je vérifie si ce qu'on me transmet, rien n'apparaît non conforme. La proposition du Conseil concernant l'emploi du bilan, résultat au bilan, c'est-à-dire la distribution du bénéfice, serait ou pas conforme à la loi, au statut. Et regardez la fin, le contrôle, pas très très loin, il se limite à des auditions, on va auditionner le conseil d'administration, à des opérations de contrôle analytique et à des vérifications détaillées appropriées. Donc c'est l'organe de révision qui va auditionner le conseil d'administration sur l'activité de l'année, sur les principaux problèmes, les principaux risques. Puis ensuite, il va passer en revue les comptes pour mener des vérifications qu'il estime appropriées. C'est différent. Dans le contrôle ordinaire, on va beaucoup plus loin dans le contrôle. Établissement d'un rapport à l'intention de l'Assemblée générale, rapport écrit qui contient tous ces éléments. D'abord, la mention de caractère restreint du contrôle. Un avis sur le résultat de la révision, bien sûr. Des indications sur l'indépendance, éventuellement la collaboration à la tenue de la comptabilité, parce que c'est vrai que l'organe de révision ici peut, mais alors il y a des conditions à respecter, contribuer à la tenue de la comptabilité. Mais ce n'est pas la personne qui révise qui peut tenir la comptabilité. Voilà, il faut une séparation des tâches.
Avis obligatoire, si la société est manifestement surendettée, conseil d'administration oublie d'aller chez le juge, c'est l'organe de révision qui doit le faire, exactement comme dans le contrôle ordinaire, et la responsabilité, elle est civile, au dommage-intérêt, hein, notamment, mais pas seulement, notamment en cas de faillite. Vous n'avez pas annoncé suffisamment suffisamment tôt la faillite au juge. Mais dans d'autres cas, vous attestez que dans les comptes qu'on vous présente, rien n'apparaît non conforme à la loi. Ok, bon, il paraît, en fait, oui, il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Vous n'avez pas vu un élément que vous auriez dû voir. Vous attestez ces comptes. Sur cette base, un créancier va peut-être dire « je prête à l'entreprise », va peut-être perdre. Il pourrait dire « moi j'ai prêté sur la base de votre rapport de révision, si vous aviez mentionné, vu qu'un point particulier n'était pas conforme à la loi, vous auriez dû le voir, alors j'aurais pas prêté, j'aurais pas perdu, responsabilité civile. » Responsabilité pénale, ça c'est l'amende, l'emprisonnement, hein, donc l'organe de révision, il a connaissance de faits très confidentiels parfois, il ne peut pas les communiquer. Il ne peut pas tout d'un coup aller vers un concurrent, dis donc, regardez voir ses marges et puis on voit ce que ça implique. Pour lui, complètement interdit. Dernier thème, puis après on prend les cas, retraitement des comptes, indicateurs financiers. Alors, vous avez d'abord des états financiers qu'on vous communique. Alors, il est important, quand on communique les comptes, après la lecture des comptes, mais y compris l'annexe, hein, qui est très importante, on en a déjà parlé, d'aller voir, lire le rapport de révision. Parce qu'on vous présente des comptes, ils sont établis par le conseil d'administration. Est-ce qu'ils sont conformes à la loi? C'est le rapport de révision qui va donner des indications sur ces points, qui va donner de la fiabilité à ces comptes annuels. Puis ensuite, il va falloir se demander si on peut utiliser ces comptes pour l'analyse sans les adapter quelque peu. Et souvent, non, il faut les adapter. Pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, on en a parlé abondamment, les comptes annuels en Suisse, conformes à la loi, peuvent présenter des réserves latentes importantes. Vous voyez, ils ne reflètent pas ce qu'on appelle l'image fidèle de la situation économique et financière, parce que c'est ces réserves latentes, arbitraires, qu'on ne voit pas, c'est sous-évaluation arbitraire d'actifs, c'est surévaluation arbitraire de passifs, c'est-à-dire de provisions. Et donc, ces comptes ne reflètent pas la réalité, c'est difficile de se baser sur quelque chose qui ne reflète pas la réalité pour ensuite arriver à une conclusion sur ces comptes. Les informations pour les retraitements, c'est les réserves latentes. Vous avez compris, sont disponibles, mais qu'à l'interne. C'est à l'interne qu'on a l'information, à l'interne de l'entreprise. Pour un externe, c'est plus compliqué. Alors, si vous avez les informations à l'interne, si vous avez l'information parce qu'on vous les a communiquées, parce que c'est vrai que en général, le contrat de crédit avec la banque, en tout cas pour des gros contrats de crédit, on prévoit, et donc on s'engage à communiquer à la banque l'état et la variation des réserves latentes. Vous voyez, vous fournissez des comptes à la banque, bon, très bien, la banque, elle va se positionner sur ces comptes pour l'octroi, le renouvellement d'un crédit. Suivant le montant, elle va se dire, il faut quand même que je connaisse la réalité économique, donc les réserves latentes. Et souvent, il est prévu contractuellement de les transmettre, ces montants. Peut-être également, on vous transmet l'information, mais volontairement, hein, ici, parce que, voilà, vous êtes intéressé au rachat de l'entreprise, puis vous dites, pour analyser l'entreprise, j'aimerais savoir d'abord ce que j'achète, donc il me faut des comptes, très bien, mais il me faut aussi l'état des réserves latentes. Alors, le cas échéant, on vous les communique. Quand on vous les avait.
6 montants de réserve latente. Il s'agit d'adapter le bilan. Vous voyez, les réserves latentes au bilan doivent être augmentées du montant des réserves latentes du début d'exercice dans les réserves. Réserves provenant de bénéfices. J'y viens tout de suite. Les postes d'actifs passifs concernés, le stock, les immobilisés, les provisions, doivent être à l'actif augmentés. Le stock, il est trop bas, je dois le remonter. Du montant de la réserve latente qui existe en fin d'année, cette fois. Si c'est une provision, je dois la réduire du montant de la réserve latente de fin d'année. Elle est trop élevée. J'ai provisionné sans qu'il y ait nécessité de provisionner. Je réduis la provision. Et puis, regardez le dernier point, s'il y a variation de réserve latente durant une année, la réserve latente, elle n'a pas varié sans raison. Il y a eu une écriture comptable qui a été passée, qui a impacté le résultat. Eh bien, il faut éliminer cet impact sur le résultat de la variation des réserves latentes. Voilà, ce sera toujours comme ça. Exemple. Votre stock, dans le bilan qu'on vous transmet, publié. Quand je dis publié, c'est pas publié sur la place publique. C'est les comptes qu'on fournit, qu'on transmet aux actionnaires en leur qualité d'actionnaire. Ces comptes présentent une réserve latente sur stock, 1/3. Parce qu'on sait bien, au niveau fiscal, on accepte 1/3 de réserve latente. Si vous constituez par une charge cette réserve latente, c'est une charge acceptée fiscalement. Ça réduit l'impôt. Alors évidemment, les entreprises utilisent cette possibilité de réserve latente et de réduire leurs impôts. Alors, réserve latente, 1/3, fin N, au bilan publié, c'est-à-dire 2/3. 3/3 moins 1/3, c'est-à-dire 2/3, 6 000, c'est des milliers, peu importe, et 5 400, à fin N moins 1. Vous recevez des comptes, vous voyez la rubrique stock avec ces 2 chiffres. Sans information, qu'est-ce que vous voulez faire? Sans information, on ne sait pas si ces chiffres sont sous-évalués. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne doivent pas être surévalués. Si vous voyez 6 000 au bilan, 6 millions au bilan, c'est 1, que le stock existe, et 2, que son coût d'acquisition, sa valeur vénale, est au moins 6 millions. Peut-être beaucoup plus, mais pas moins. Sinon, les comptes sont faux. Comment savoir si vraiment je vois 6 millions, si vraiment c'est le coût d'acquisition ou la valeur vénale, c'est les plus basses? L'organe de révision, pour un montant pareil, 6 millions, il aura dû vérifier la position. Il atteste dans son rapport que rien, contrôle restreint par exemple, que rien dans les comptes annuels qu'on présente ne laisse penser que ces comptes ne seraient pas conformes à la loi. Vous avez une certaine assurance que, effectivement, ces 6 millions, ils existent, c'est au moins cette valeur, peut-être plus, on n'en sait rien, mais pas moins. Maintenant, on vous communique l'état des réserves latentes, parce que parfois on communique. Alors vous avez votre stock au bilan, 6 000. Vous avez compris qu'il faut le remonter, ce stock, de 3 000. Vous voyez, 6 000, c'est 2/3. Voilà ce que vous voyez. 6 000, c'est 2/3. On vous le dit.
les 3 tiers, vous voyez, si vous avez 3 tiers, c'est ce qu'on cherche. 2 tiers, ben c'est 6000. C'est la valeur comptable. Par différence, vous avez les 1 tiers de réserve latente. On peut compléter ce petit tableau. Si 6000 égale 2 tiers, ben les 3 tiers, faites diviser par 2 tiers. Hein, et vous tombez sur 9000. Puis vous vérifiez, 9000 moins 6000, 3000, c'est bien 1 tiers. C'est bien 1 tiers de 9000. Donc, les 6000, il va falloir les porter à 9000. Je mets d'autres actifs pour, je ne sais pas quoi, 10 000, peu importe. Hein. Comme ça, on a vraiment un bilan complet. Et puis, de l'autre côté, bon, des dettes. Par exemple 5000 de capital action et des réserves et résultats reportés. Je mets qu'un montant ici. Vous voyez, les réserves, ce qu'on appelle réserve, on s'en souvient, c'est des bénéfices accumulés. Éventuellement une prime à l'émission, il n'y en a pas ici. C'est du bénéfice reporté. Ça, c'est votre dernier bilan. Alors, pardon. D'accord, le résultat. 1000. 8000 et 1000. Hein, comme ça, on a tout. On y est. Maintenant, c'est ce qu'on vous transmet. Vous dites, on m'informe que, en fin d'année, on avait cette situation. Mais en fin d'année passée, mon stock était aussi sous-évalué. On dit 5400 au bilan. Alors, s'il y a 5400, c'est 2 tiers, parce que on vous dit, c'est chaque année 2 tiers, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. On pourrait avoir une fois 2 tiers, une fois 20%, une fois 0%. Bon, on peut jouer avec ces réserves latentes. Ça veut dire que les 3 tiers, c'est 8100. Et un tiers de 8100, 2700. Voilà, ça c'est ce qu'on a comme information pour le stock, parce que vous avez compris qu'il y a d'autres réserves latentes souvent, sur les immobilisés, les titres, les provisions, éventuellement même la provision pour perte d'habiteur. Alors, vous avez ce bilan, oui. Et surtout le 8100. Ah, je le calcule. Donc ça c'est connu, les 5400. Ah oui, c'est connu. 5400 égale 2 tiers. Donc vous faites fois 3,5. Hein, les deux termes de l'équation à gauche à droite, vous faites fois 3,5. 2 tiers fois 3,5, ça fait 6 sixièmes, ça fait 1. 8100 égale 2 fois 3, 6, sur 3 fois 2, 6, c'est-à-dire 1. Voilà, le 100%, les 3 tiers. Vous êtes parti de fin N-1. Regardez la réserve latente, ce qu'elle fait. Elle monte de 300.
2700 à 3000. Si elle monte de 300, ce n'est pas sans raison. C'est que dans la comptabilité, qui aboutit aux chiffres que vous avez dans le tableau là, vous avez saisi une charge. Vous avez saisi en L, saisie de l'écriture liée à la variation de réserve latente, charge à stock 300. Voyez, vous avez réduit arbitrairement le stock. 2700 au début, bon, ben ça c'était les années passées, on reprend notre solde initial de stock qui est trop bas de 2700, mais durant l'année, vous augmentez encore cette sous-évaluation de 300 pour la faire passer de 2700 à 3000. Vous avez vu? Vous avez, et c'est ce qu'on avait toujours dit, vous avez réduit le bénéfice arbitrairement. Cette écriture, elle est complètement arbitraire. Elle n'est pas justifiée économiquement. Alors, on va rectifier les comptes, mais on va le faire en 2 étapes. Puis après, ces 2 étapes, vous comprendrez ce qu'il y a dans le support. D'abord, je vais dire, le stock au début de l'année, il était faux. Dans ma comptabilité, dans mes comptes, regardez, la colonne fin N-1. Dans ma comptabilité, je suis parti de 5400. Eh bien, c'est 2700, pas assez. Remonter le stock de 2700. Je le mets en bleu. 8700. Vous voyez? Et là, je me dis, ok, c'est mon stock final, mais mon stock final, si je débute avec 2700 de plus, ben, il est 2700 plus élevé. Mais regardez mon bilan, il est faux pour l'instant, il ne correspond pas à l'actif et le passif, ne correspondent pas. Si je monte par cette écriture stock au débit, 2700, il faut une contrepartie. Laquelle? Ben oui, réserve, bénéfice cumulé. Le bilan est équilibré. Vous voulez que ce soit quoi d'autre que réserve? Un autre poste d'actif? Bien sûr que non. Une dette? Encore moins. Il n'y a pas plus ni moins de dette. Le capital action, c'est un chiffre invariable. Nombre d'actions émises fois nominal. Bouge pas. Le résultat, on est au 1er janvier, 0h00. Résultat, il est nul, il n'est pas touché. Ça peut qu'être le réserve. Le post-réserve, pourquoi? Parce que dans le passé, j'ai constitué ces réserves latentes. Vous voyez, cette année, je fais 300, tout en haut, ici. Je fais 300 de charges. Mais les années passées, alors c'est peut-être l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, j'ai fait un total de charges de 2700. Mais ces charges, qu'est-ce qu'elles ont comme impact? De réduire le résultat, vous voyez bien ici, et donc le bénéfice cumulé, c'est-à-dire les réserves, c'est-à-dire ce résultat reporté. Vous voyez, ce résultat reporté a été, j'allais dire indûment, non, mais enfin, arbitrairement, a été réduit de 2700. Parce que les bénéfices passés qui alimentent ce poste ont été réduits. Donc là, j'ai corrigé mon stock de départ. Je pars juste. Mais regardez maintenant, durant l'année, l'écriture que j'ai faite ici. Elle est arbitraire. Je n'aurais pas dû la faire. Si je veux montrer une image fidèle, alors je fais l'inverse. J'ai crédité stock 300, ben je débite 300. Hein, j'ai réduit le stock de 300 ici. Eh bien, je l'augmente de 300, ça neutralise. Et puis la charge que j'ai saisie, eh bien, je la
je l'élimine en créditant. Vous voyez, j'ai augmenté les charges indûment, eh bien, je réduis la charge. Alors, voilà, en vert, ce 8700 qui passe à 9000 maintenant, 300 de plus, mon bilan n'est pas équilibré toujours. J'augmente l'actif 300. Qu'est-ce que je vais bouger? Mon résultat, plus 300. Créditer les charges, c'est réduire les charges. Vous voyez, tout en haut en bleu. Créditer les charges, c'est réduire les charges. C'est-à-dire améliorer le résultat. Mon résultat, en fait, en réalité, n'est pas de 1000, mais 1300. C'est ça que ça veut dire. Et puis ces 1300, mettez-vous dans la situation de l'entreprise qui se disait, mais ça ne nous convient pas, ce montant, on veut le réduire par une écriture. Cette écriture, en rouge, entourée, charge à stock, qui a donc réduit de 1300 à 1000. Ce qu'on voit au bilan, 1000. Mais alors, pour terminer, regardez ces écritures que j'entoure. Vous pouvez en faire qu'une, parce que dans le support, il n'y en a qu'une. Si vous voulez en faire deux, ça aussi. Vous pouvez très bien monter le stock, 2700 début, plus 300 variations, c'est-à-dire 3000. Ça, c'est l'état en fin d'année. C'est ce qu'on a dit avant. Vous voyez, c'est la réserve latente, fin N. Toujours, ce sera toujours comme ça. Et c'est logique. Mon stock au bilan 31 décembre, N, il est sous-évalué de 3000, je le remonte de 3000. Contrepartie, réserve, c'est-à-dire résultat reporté, c'est synonyme. Ici. Pour la réserve latente qui existe fin N-1, l'année passée. Oui, réserve tout en haut, 2700. Et puis, charge ici, marchandise, parce que quand on saisit une charge réserve latente sur stock, ce n'est pas une charge d'amortissement ou une charge de salaire, c'est une charge de marchandise, 300. Et ces 300, ils correspondent à la variation, ce sera toujours ça, la variation de réserve latente en N. Voilà, vous avez toujours ce genre d'écriture, d'ajustement, quand vous voulez passer des comptes qu'on vous présente aux comptes où il n'y aurait plus de réserve latente. Voilà, jusque-là, oui, question? Le but des réserves latentes, c'est de sous-évaluer ces actifs, ce stock, par une écriture. Pas possible autrement. Au crédit de stock, il faut un débit. Et le débit, c'est perte et profit, donc une charge. C'est toujours comme ça. Quand on crée une réserve latente, c'est par une charge. Quand on dissout, c'est l'inverse. Si je remonte le stock, vous voyez, mon stock est sous-évalué, je me dis non, mais ça ne va pas, je veux le montrer à sa vraie valeur. Je le remonte, stock au débit, produit au crédit. Vous voyez, ces écritures, celle-là qui est entourée, mais qui ont un caractère arbitraire. Complètement arbitraire. J'ai mis charge à stock 300, j'aurais pu mettre 200, j'aurais pu mettre 0, j'aurais pu dissoudre. C'est arbitraire. Alors cette écriture-là, il faut l'annuler, il faut l'extourner. Et c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait là-haut. On extourne. On a saisi l'écriture, on fait l'inverse. C'est bon pour tout ça? Alors, on s'arrête 15 minutes, ça vous va aussi? En général, oui. On s'arrête. Je terminerai rapidement quelques points, et puis on prend les cas.
Bonjour. Parce que je me dis, Ouais. par rapport en fait au flux très ouvert, Ouais. du coup, à revoir. Ah ouais, très bien. J'avais une question en fait, par rapport au cas ici, cas 12, on parle de l'assainissement et on doit faire le tableau de trésorerie comme d'habitude. Alors, est-ce que c'est pas pour le... Oui, c'est pour le 15 pas. Des choses que je ne comprends pas, c'est que autre créance, autre créancier, on le met dans le FT investissement, Oui. financement. Mais Il faut qu'on le précise. dans le slide, j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans la slide sur celle-ci, donc c'est le FT exploitation, on a autre créance et Ouais. autre dette à court terme Ouais. qui est dans le FT. Alors, oui et non. En fait, oui, si c'est une autre créance d'exploitation. Parce qu'on distingue les créances, on aurait pu le préciser d'ailleurs dans le cas. Ouais, voilà. Vous voyez, vous avez des créances d'exploitation, mais ce n'est pas des créances clients. C'est une créance sur la caisse AVS, d'impôts, etc. Et ça, c'est l'exploitation. Alors, la créance, elle était liée à des investissements. Parce que justement, c'est écrit dette, résultat d'achat, Ouais. résultat d'achat, Voilà. produit. Ouais. J'ai pensé à cette logique aussi, mais comme c'est pas Non, mais vous avez raison, pour être précisé. Le créancier, c'était un prêt. D'accord. C'était un prêt. Vous avez raison, il faut qu'on précise. Et après, j'aurais une question, Ouais. parce qu'on sans mentir, on a visité l'ancien monsieur Mitterrand. Oui. Est-ce que ça aussi, parce qu'il y a une écriture particulière pour faire plus A, plus R, Faut que vous voulez. quand elle ne se dérange pas. Non, le but, c'est d'arriver au même résultat à la fin. Non, ça va très bien. Ça va très bien. Et aussi, j'ai une question, parce que la dernière fois, avant qu'on faisait le son, je vous ai demandé si vous pouvez mettre les examens. Je les ai mis maintenant. Ah, vous avez mis maintenant, oui. Aujourd'hui. D'accord, c'est bon. En prenant le cours, je me suis dit qu'il fallait une mise ici. C'est parfait. 2019. Je n'ai pas mis les derniers parce que c'était des QCM avec le Covid, etc. Et du coup, ce sera similaire. Ouais, ce sera. On aura des questions sur la théorie en premier et ensuite sur l'intelligence empirique. C'est plutôt des cas. Ok. C'est un cas avec un gros cas. Ah, parce que on s'en rappelle les élèves qui ont passé en 2019, les élèves qui nous ont envoyé. La première question, il y a 10 questions sur Ouais. la théorie. On s'est dit, est-ce qu'il y a aussi ça ou non? J'ai fait il y a longtemps, je cherche. Je crois pas, mais. Bon, pas de soucis. Non, c'est des cas. Des cas comme les exercices. Parfait. Merci beaucoup. Ouais, c'est fait, ouais. Ouais. Question par rapport au calcul sur Suisse. J'ai remarqué qu'ici, les écritures pour la vente sont différentes de l'écriture qu'on avait par exemple dans les ventes médias. Par exemple, ici, on prend en place le CMV, l'achat Oui. directement dans la vente, mais c'est pas le cas. Parce qu'il n'y avait pas de profit interne. Il y a pas de Vous l'avez parce pas. qu'à la fin, on supprime le profit. Je crois que c'est celui-ci, variation de la marge. Ouais, ok. Une certaine marge de 10%, je crois Ouais. aussi. D'accord. Mais dans l'écriture de la vente, on met juste succursale, si c'est vente à la succursale, mais on ne met pas. Alors ça, c'est ce qu'on a fait. Hein. Ça, c'est ce qui a été saisi chez le siège. Puis maintenant, on élimine. Vous voyez, on élimine les ventes, on élimine l'achat. Mais ici, quand on journalise l'opération, on met aussi les écritures sur. Parce qu'on utilise la permanence d'inventaire. C'était pour ça. D'accord. Et là, l'intermittence. Ouais, ça vient de là. Ouais, il y a deux méthodes. Soit on saisit les variations de stock durant l'année, soit on ne les saisit pas. À la fin, ça doit revenir au même, hein, mais on peut durant l'année saisir l'écriture. Ça rajoute de l'écriture. Ouais, voilà. Et ici, pour le paiement des salaires, on met d'abord le salaire de la succursale, donc je pense en tant que charge chez le siège. Donc ici, la liquidité qui sort. Et on fait une créance chez la succursale avec salaire de la succursale. Et si c'est un produit ou c'est. J'ai mis ça. Ok, donc on simplifie pour laisser Voilà. simplicité. Parce que Et puis le salaire est saisi chez la succursale. en tant que ça, ça, parce que ici, on fait directement, je crois qu'on fait directement ça par rapport aux honoraires, on met directement, enfin là en l'occurrence on met une charge chez la succursale. On ne met pas en écriture en Non. 4 fois. Non, ça
salaire, c'est différent. Ça vient au même, mais salaire. En fait, quand vous faites les salaires, il y a une écriture pour toute l'entreprise, y compris succursale, de salaire, qui est automatique. On n'est pas obligé de le faire, effectivement. C'est le logiciel qui procède comme ça. Et par rapport à l'élimination du résultat des succursales, ici on avait un gain, résultat de la succursale, on élimine ce fonds propre, et ici je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait? C'est le compte perte et profit. C'est juste le compte perte et profit qui a dû être soldé, qui a dû être inscrit. Et donc, dans le cas de thèse, je crois que c'est une perte qui se passe. Ouais, c'est l'inverse. Oui. Ah oui, oui. Ah oui. Parce qu'en fait, dans l'élimination du résultat de la succursale, Ah oui, il y a un parce que. siège cessé à la place de résultat de la succursale ici. Mais ça, c'est ce qu'on fait chez la succursale. Et puis ensuite, ici, c'est ce qu'on élimine. On a les comptes de la succursale, puis on élimine. Le siège a saisi un résultat, mais on doit éliminer ce résultat. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est deux choses différentes. Ouais. Ouais, faut voir les chiffres, la comptabilité de la succursale. On transmet les chiffres au siège. Puis ensuite, sur la base de ces chiffres, ben, il faut ajuster, il faut éliminer. Éliminer les transactions internes, tout ça. Ouais. Une prime. Oui, des frais. Ah, ils viennent en diminution de la réserve. Ouais, en diminution de la réserve. Ouais, ben non. Plus tard, plus tard. Mais il vient en diminution de la réserve. D'accord, en diminution de la réserve. Oui, voilà, c'est ce que Ouais. RIC. Réserve, ouais, ouais. C'est juste. Bonjour. Oui. Ouais, on va le faire. Hein. Ouais. Je peux poser une Ah, question? ouais, bien sûr. Là, quand on a fait là, et puis c'est impossible. Après, pourquoi on ne divise pas par 10? On aurait pu. Ok. Si je divise par 10, ça fait 2,28. Du coup, c'est la même chose. Ah oui. Ou par 1000. Ok. On aurait pu. Non, non, c'est un choix. C'est juste en fait que le but, en fait, c'est juste d'avoir un nombre entier. Mais oui, c'est ça. Et Plus ça. une soult assez réduite. C'est ça le but. Parfait. Donc, et une fois qu'on divise les actions, on divise aussi le nombre nominal. Oui. Par le Oui, même toujours. Parce que le but, c'est d'avoir le même capital action. Nombre d'actions, il y en a 10 fois plus ou 100 fois plus, c'est légal, fois nominal. Donc, 10, 100 fois moins. Ouais. D'accord, ok. Et une autre question par rapport au master. Ouais. En fait, je pensais à audit économie, audit contrôle de gestion et comptabilité ou droit économie. Vous connaissez? Oui, oui, je vois. Donc, Mais ils sont bien les deux. Ils sont très bien le les deux. marché demande lequel plus. L'audit, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun problème. Ok. Droit économie, il y a plus de monde parce qu'il y a des
juristes, il y a plus de matière là-dessus. Audit, on s'arrache des auditeurs. Et il y a une opportunité en fait de un peu évoluer ou c'est ça que Ah non, 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 vous évoluez. Non, non, en général, les gens, ils font quelques années d'audit, puis après, ben, ils restent dans l'audit s'ils le souhaitent. Mais quand on reste dans l'audit, on ne fait pas que de l'audit, on fait de l'évaluation d'entreprise, on fait aussi du conseil, dans ces grands cabinets ou moins grands cabinets d'audit fiduciaire. Ou bien alors, il y a beaucoup de gens qui continuent comme responsables financiers d'une entreprise. Non, non, ça vous signez pas jusqu'à la retraite dans l'audit. De loin pas. Mais en pratique, il n'y en a pas beaucoup qui restent. Et c'est quoi la différence entre un juriste qui fait le droit à l'économie, qui fait le droit d'affaires, et quelqu'un qui fait économie et ça? Il est plus, vous voyez, il est plus orienté juridique. Ok. Et puis, il est plus, mais il le sera quand même moins qu'un juriste. Oui, C'est pour ça que mais dans la c'est très complémentaire. Oui, voilà, compliance, notamment. Oui, oui, c'est juste. Donc, dans la compliance, on embauche plus quelqu'un qui est juriste ou quelqu'un qui est économiste? C'est difficile à dire. C'est vrai que si vous avez les deux, c'est peut-être, dans ce domaine, c'est peut-être un avantage. Je suis d'accord. Ok. Ouais, Parce que la j'ai envie de compliance. faire quelque chose, j'ai envie de faire en fait, la comptabilité, tout ça, j'aime Ouais. bien, mais j'ai pas envie que faire ça. Donc, un peu le droit. Mais ouais, mais je comprends, c'est très bien. Le droit est très important. Vous en faites un peu quand même. En audit, il y a quand même un peu de droit, il y a un peu de fiscalité. Mais je suis d'accord avec vous. Après, c'est un choix personnel. Qu'est-ce que Mais vous conseillez? c'est personnel. Je ne suis pas à votre place. Mais vous savez, en faisant un master, vous ne signez pas, vous n'êtes pas sur une voie comme ça. Vous ouvrez complètement. Vous voulez rentrer dans la compliance, vous rentrez peut-être plus facilement, c'est vrai, si vous êtes dans l'économie. Vous rentrez aussi en audit. Parce que souvent, les entreprises se disent on veut quelqu'un qui a suivi une formation. Donc il est ouvert, il sait travailler, il sait raisonner. Et puis après, on le forme ou il se forme, la personne se forme. J'ai de la peine à dire, si vous voulez, c'est large. Les deux sont bien. Mais vous savez, il y a des gens qui ont fait l'audit comme étude, ils ne restent pas dans l'audit, ils vont dans d'autres domaines, déjà en sortant des masters. C'est pas 100% des gens qui vont dans l'audit. Mais il y en a, c'est la majorité, c'est vrai. Ils sont très recherchés. Et c'est celui de Lausanne qui est. Il y a celui de Lausanne. En Suisse romande, je crois qu'il y a que Lausanne qui fait quelque chose. Non, ils ont abandonné. Ouais, ils ont abandonné. Ouais, Lausanne, c'est bien. Donc vous voyez, c'est très personnel. Mais il ne faut pas croire que vous signez vraiment, que vous allez vous engager sur une seule voie. Non, non. Mais je trouve que le droit, c'est pas mal parce que ça ouvre un peu plus de champ. En fait, Vous ne serez pas spécialisé, mais... Mais j'ai pas envie d'être en concurrence beaucoup avec les juristes, avocats. Ouais, ce serait un petit peu, bien sûr, mais après, il y a des domaines, on dit, le juriste ne convient pas parce qu'il n'a aucune notion économique. Ouais, c'est ça. Aucune, il ne sait pas lire un bilan. Donc, c'est vrai que l'économie et droit, je trouve que c'est bien. Et c'est très, très important. Puis peut-être des petites cours. Ben oui. Ah oui. Bon, j'en prie. Voilà. Je vais terminer avec... pourquoi ça ne vient pas. Voilà. Je vais terminer le support et puis après on prend les cas. Vous avez vu, on a changé le bénéfice, on l'a monté. Alors on peut toujours se dire, et logiquement on se le dit, on ne va pas le faire ici, mais il y a un impact sur l'impôt. Oui, vous êtes imposé sur 1000 de bénéfices tout à l'heure. Mais si le bénéfice économique est de 1300, il est logique de se dire, l'impôt devrait être calculé sur 1300. Vous voyez, si je prends 20% d'impôt, 20% de 1000, vous avez saisi une charge de 200,
alors que la charge économique, c'est 260. 1300 fois 20%. Donc là aussi, on ajusterait l'impôt. Avec une contrepartie, ce qu'on appelle les impôts passifs différés, parce que vous avez compris que ces réserves latentes qui sont acceptées fiscalement, en fait, c'est un cadeau qu'on fait aux entreprises, mais ce n'est pas vraiment un cadeau. Tout ce que le fisc n'encaisse pas tout de suite, il l'encaissera plus tard. Un jour, on dissout la réserve latente, ou plus tard, lors de la liquidation de l'entreprise. Donc, un jour, on payera l'impôt. Alors, on le met, on aime bien, dans l'analyse des chiffres, mettre cette dette fiscale latente. Ce n'est pas encore une dette exigible, mais elle est latente. Elle va arriver un jour, la mettre en passif. Voilà. Ensuite, il y a des retraitements liés à la présentation des comptes. C'est-à-dire que les comptes qu'on va analyser, on aime bien les présenter sous une forme structurée. La loi prévoit déjà une forme structurée. On aime bien montrer le total des actifs circulants, des dettes court terme, des actifs immobilisés, dettes long terme, capitaux propres. Parce que ce sont des grandes masses du bilan qu'on va comparer à d'autres. Par exemple, le total des dettes sur le total du bilan. Par exemple, l'actif court terme circulant sur le total des dettes court terme. Chaque poste doit donc être classé selon des critères économiques, c'est-à-dire le capital non libéré, que la loi prévoit d'inscrire à l'actif. C'est bizarre. C'est plutôt économiquement un passif négatif. Vous voyez, au lieu d'avoir l'actif capital non libéré, qui est un capital promis par l'actionnaire, mais il n'a pas encore apporté l'argent, l'apport. C'est plutôt qu'un actif, ce n'est pas un moyen d'activité, c'est une réduction des fonds propres. C'est que l'actionnaire, il a apporté, il a vraiment apporté dans ses fonds, de ses économies, tel montant, c'est-à-dire ce qui est souscrit, mais moins ce capital non libéré. Vous voyez, vous dites, je crée une société anonyme. Je vais prendre le cas simple. Je crée une SA et vous dites, parce qu'on n'a pas le choix, hein, au moins 100 000 de capital. Et vous dites, j'apporte ce capital, mais pas complètement. Donc il y a capital action ici. Rappelez-vous, c'est le nombre d'actions, par exemple, 100 actions fois 1000 nominales, 100 000. On ne peut pas moins dans une SA. Maintenant, il faut libérer une partie du capital. La loi dit au moins 50 000. Alors vous libérez, et puis c'est de liquidité. 50 000. Alors on passe par un office de consignation, puis ensuite on verse ça sur le compte bancaire, voilà. Et ce qui reste, la loi dit, ce capital promis, mais pas encore libéré, 50 000, apparaît à l'actif. Total 100 000 des deux côtés, ça marche. Voilà votre bilan conforme à la loi. Voilà maintenant votre bilan sur une base économique. En bleu. Oui, capital action 100 000, ben, il reste. C'est ce qui a été souscrit, pas de problème. L'actif, les moyens d'activité, le patrimoine de l'entreprise, ben, il y a bien sûr les liquidités. Mais les 50 000 entourés de capital non libéré, en fait, je vais me dire, mais vous êtes l'actionnaire, vous avez apporté quoi? Oui, vous avez promis 100 000, mais vous avez apporté quoi? 50 000. L'entreprise peut compter sur 50 000 de votre apport. Ce capital non libéré, économiquement, va réduire les fonds propres. Vous voyez, je change de signe parce que je change de côté du bilan. Total du bilan, 50 000. Donc, vous voyez, vos fonds propres qui
correspondent à une donnée quand même importante dans l'analyse, ils seront plus bas. Ils seront plus bas que ceux que vous voyez en noir plus haut dans le bilan conforme à la loi. Voilà, il y a ce genre de retraitement. Vous voyez, c'est un simple reclassement. Qu'est-ce que je peux reclasser? Les amortissements cumulés. Mais ça, maintenant, il n'y a plus tellement de problème. L'amortissement cumulé, la loi interdit de le faire figurer au passif. C'est un compte d'actifs négatifs. Donc il y a l'actif immeuble, par exemple, puis juste en dessous, moins amortissement cumulé, ce qui est très logique. Puis vous avez encore parfois des acomptes de clients. Vous voyez, vous avez un client qui vous a versé un acompte. Vous faites liquidité au débit, acompte au crédit. C'est-à-dire côté passif du bilan. Mais est-ce que c'est vraiment un passif? Si, comme c'est souvent le cas, il n'y a pas un droit de restitution de l'acompte. Le client, il a fait cet acompte, c'est acquis pour l'entreprise parce que ça financera l'achat nécessaire du stock. Alors cet acompte, plutôt que de le mettre en passif, ce ne sera jamais restitué. Vient en diminution du stock. Vous voyez, vous le changez de côté du bilan. Au lieu de le montrer dans les dettes en passif, non, ce n'est pas une dette. Si on le laisse en dette, ça alourdit le total des dettes. C'est plutôt une réduction d'actifs. Ça veut dire que sur une partie de votre stock, le client a déjà payé. Quelques indicateurs. Pour finir, il y en a d'autres. Vous avez des indicateurs liés à la liquidité. Puis on répond à une question, est-ce que l'entreprise dispose de suffisamment de liquidité pour assurer ses affaires courantes? Alors sur une semaine, un mois, une année, c'est égal. Très important parce que beaucoup d'entreprises, la majeure partie des cas de faillite, c'est à cause d'un manque de liquidité. On n'arrive plus à payer les factures. Alors quelques indicateurs, quelques ratios. Ratio, c'est un rapport en deux grandeurs. Liquidité sur dette court terme. Vous voyez, les liquidités, j'ai 10 000 de liquidités, j'ai des dettes à court terme, une année de 1 million, 1% de dette est en liquidité. C'est très peu. Vous allez me dire, c'est très peu. Pourquoi? Par expérience, ou parce que vous avez fixé un objectif, par exemple de 20%, ou par rapport à une situation du marché concurrentiel que vous connaissez peut-être. Maintenant, ce genre de ratio, il change énormément, très vite. Imaginez, vous avez 1% sur la base du bilan fin d'année. Le 3 janvier, il y a un client qui paye une très grosse facture. Tout d'un coup, votre cash monte. Tout d'un coup, ce 1% passe à 50% peut-être. Vous voyez, il est très volatile, ce ratio. Alors, on l'utilise assez peu. Actifs réalisables sur dette court terme, un peu mieux. C'est les liquidités plus les créances. Sur les dettes court terme, une année. Vous voyez, les liquidités, on l'a dit, ça évolue très vite. Mais plus créances. Parce que les créances, on peut s'attendre à être encaissées à 30, 60 jours. Vous auriez un rapport entre liquidité-créance, 2 millions. Par rapport aux dettes court terme, une année, 1 million. Vous allez dire quoi? On est bien. On est bien. Entre la liquidité immédiatement disponible et le cash que je vais encaisser d'ici 30 ou 60 jours, 2 millions. Sur un total de dettes à court terme, une année, 1 million. Principe, on va se dire, on a les moyens de payer. Ou bien alors, le troisième, actifs circulants sur dette court terme. Actifs à une année, sur dette à une année. Alors là, c'est mieux parce que c'est comparable. Vous avez des actifs à court terme, une année, de, je prends un autre cas, 5 millions. Ouais, mais des dettes à court terme de, j'exagère un peu, 50 millions. Voyez, vous allez dire quoi? Je peux bien faire des profits. Je peux bien avoir des fonds propres. En termes de cash, je vais avoir un problème, très vite. Parce que mes actifs à court terme
Liquidité, créance, stock. Le stock, je vais le vendre, je vais encaisser le stock. 5 millions par rapport à des engagements court terme aussi, même échéance une année. 50 millions, vous allez dire, il va y avoir un problème de cash. Puis quand on met en évidence ces problèmes, ce n'est pas juste pour dire il y a un problème, c'est pour dire agissons rapidement pour éviter ce problème quand il va survenir assez vite. Comment? En rendant liquide certains actifs. Vous avez peut-être des actifs immobilisés, il s'agit peut-être de les vendre. En allant chercher des crédits, mais à long terme. En négociant avec la banque un décalage des échéances. Vous avez une échéance dans 3 mois, vous pouvez peut-être négocier, mais ça ne se négocie pas la veille de l'échéance. Beaucoup plus tôt, vous pouvez négocier un décalage peut-être 3 ans. Vous voyez, ces ratios, ils permettent à l'interne de prendre des mesures pour éviter certains problèmes. Rotation des clients, des stocks des fournisseurs, durée du cycle monétaire. Alors ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Un ratio, un indicateur qu'on aime bien calculer. Dites en moyenne, ça se calcule même, en moyenne. J'achète le jour 0. Je stocke 40 jours. Jusqu'à la vente. Ça se calcule, la durée de stockage, ça se calcule, 40 jours. C'est votre charge de matière, marchandise. Il n'y a pas besoin de connaître ces choses, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Puis c'est de l'analyse, on dépasse un peu le cadre du cours, puisque là on est dans la comptabilité. Mais on sait que la comptabilité, elle sert à l'analyse. Divisé par c'est plutôt le stock. Divisé par la charge fois 360 jours, parce qu'on estime qu'il y a 360 jours dans l'année. Voilà. Puis avec ça, ça vous donne 40 jours. Si, par exemple, vous dites ma charge, elle est, je ne sais pas quoi, 10 millions. Mon stock en moyenne, là, il faut que je fasse mes petits calculs. Changer mes données. Voilà, 1,1 million sur 10. « 11% de votre charge annuelle est en stock, fois 360 jours de l'année, 40 jours, en moyenne 40 jours. Ou bien alors, votre stock, il tourne 10 sur 1,1, il tourne environ 9 fois sur l'année. Ouais, pas tout à fait. Ouais, il tourne 9,1 fois par année, la charge par rapport au stock. Mon stock il se renouvelle, puisque la charge c'est la sortie de stock, il se renouvelle 9 fois par année, 360 jours de l'année sur 9,1, ça vous donne vos 40 jours. Voilà, votre stock, il est en stock 40 jours. Alors, vous savez, parce que ça circule aussi, que vos clients, ils payent à 60 jours. Ça, c'est la durée de crédit client. Crédit, entre guillemets, il paye à 60 jours. Entre le moment où vous achetez, le moment où vous encaissez ce produit de la vente, vous attendez 100 jours. Mais votre fournisseur, vous devez le payer ici, admettons. Le jour 30. Paiement fournisseur.
voyez, chaque fois que vous faites un achat, chaque jour, vous faites des achats, bien vous dites, dans 30 jours, je dois payer, mais dans 100 jours, j'encaisse. Cette partie-là, elle est élevée. 70 jours, c'est la durée du cycle monétaire. Elle est élevée. Elle implique que vous devez financer 70 jours. 70 jours de votre activité. Ça veut dire que vous devez avoir du financement. À long terme, si c'est court terme, ça ne va pas jouer parce que ce besoin de financement, vous voyez, il y a la dépense le jour 30, il y a l'encaissement le jour 100. Pendant 70 jours, durant toute l'année, vous dites pendant 70 jours, donc on voit que c'est chronique, j'ai besoin de financement. Et si vous n'avez pas ce financement, c'est-à-dire ce fonds de roulement, eh bien, l'entreprise aura des problèmes. Alors on aime bien le calculer pour mettre en évidence ce besoin de financement et pour essayer de se comparer avec la branche, parce que si dans la branche vous êtes à 35 jours, vous dites ouais mais nous on est 2 fois plus, c'est quand même beaucoup, et on essaye de raccourcir un peu cette durée. Parce que plus vous raccourcissez, moins vous avez besoin de financement. Prenez une entreprise comme Coop ou Migros qui achète le jour 0. On stocke combien? 10 jours à peu près. Donc 10 jours après, il y a la vente, en moyenne. Hein. On sait qu'on paye cash, donc c'est aussi l'encaissement. Puis le fournisseur, il est peut-être payé le jour 60. Alors là, c'est l'inverse. Vous voyez, là, vous dites, pendant 50 jours, j'ai le cash. Je peux le placer, je n'ai pas besoin de fonds de roulement ici. Je n'ai pas un besoin de fonds de roulement. Je n'ai pas un besoin de financement. Et si vous n'en avez pas, pour financer ce fonds de roulement, ce n'est pas grave. Ça marche. Alors que dans le premier cas, au contraire, c'est grave. Voilà. Ensuite, on a les indicateurs sur la structure du bilan. Là, on répond à une question, est-ce que l'entreprise est viable à long terme? Liquidité, c'est plutôt court terme. Alors, j'en prends un ou deux. Par exemple, le deuxième. Capitaux étrangers sur total du bilan. C'est vrai que si vous avez 95% du bilan financé par dette, merci. Donc le deuxième qui va arriver, 95% du bilan financé par dette, donc 5% c'est le suivant, financé par fonds propres, on va se dire, ouais mais c'est peu, c'est trop peu, vu les risques c'est trop peu. Puis on peut se comparer de nouveau à un objectif qu'on se fixe, à la concurrence, au marché, pour dire, ben non, dans notre domaine, c'est peut-être en moyenne 60% d'endettement, pas plus. Voilà, éventuellement, l'avant-dernier, cash flow d'exploitation, tiré du flux de trésorerie, par rapport à l'endettement. Ça, c'est un ratio que la banque regarde beaucoup. Vous avez un endettement, 50 millions. Votre cash flow d'exploitation, 500 000. 500 000 sur 50 millions, 1%. Ou l'inverse, c'est égal. 50 millions sur 500 000, 100. Il faut 100 ans. Il faut 100 ans de cash flow pour rembourser la banque, vos dettes. Si vous sollicitez la banque pour un nouveau crédit, vous voyez un peu la réponse. Hein? On vous dira, mais vous avez déjà trop d'endettement par rapport au cash que vous générez, qui peut seul permettre de payer l'intérêt et de rembourser la dette. Il y a déjà trop de dettes. Oui, c'est un indicateur très important. Puis enfin, le dernier. L'entreprise est-elle viable à court terme? C'est le cash. Est-ce qu'elle a une structure de bilan qui lui permet d'être viable à long terme? On vient de le voir. Et puis, au bout d'un moment, est-ce qu'elle est rentable? Parce qu'une entreprise non rentable, chroniquement, on sait bien. Vous pouvez bien avoir une bonne structure de bilan, vous pouvez avoir du cash. Si durablement vous êtes en perte, ça ne va pas aller. Alors, quelques rapports de grandeur toujours. Résultats sur fonds propres. Ça, c'est un indicateur utile pour les actionnaires. J'ai investi, mettez-vous à la place de l'actionnaire. Vous avez investi, c'est-à-dire laissé dans l'entreprise 10 millions. Il y a un retour, bénéfice pour l'actionnaire. Après, il y a dividende ou pas, c'est une autre question. C'est l'Assemblée générale qui décide. 1 million.
1 million sur 10. 10% de rendement. Vous voyez, c'est quelque chose qui parle à l'actionnaire. Ou bien alors le deuxième qu'on aime bien. EBIT sur capitaux investis. L'EBIT, c'est le résultat, earning before interest tax. C'est le résultat avant intérêt, avant impôt. Dans un bilan, je simplifie aussi un petit peu. C'est ce que génère un actif. C'est ce que génère l'actif comme rendement, avant intérêt, avant impôt. Vous oubliez l'intérêt, on pourrait prendre en compte l'impôt, on va le négliger. Par exemple, 1 million. Vous dites, mais pour générer 1 million, ben, il faut des fonds, c'est-à-dire des dettes et des capitaux propres qui sont investis. Hein, vous voyez, c'est actif égal passif, les deux sont identiques. Vous oubliez le fait qu'il y ait des dettes importantes, faibles, peu importe. Vous avez du financement, par exemple, pour 10 millions. C'est un autre cas qu'avant. On va dire 20. 1 million sur 20, vous dites, tout ce qu'on investit rapporte 5%. Ouais, c'est intéressant, parce que vous pouvez vous comparer dans le temps. Vos dettes, vos fonds propres vont bouger, mais vous n'en tenez pas compte, ces dettes plus fonds propres, au dénominateur. Vous avez peut-être des dettes, un concurrent n'en a pas. Le résultat n'est pas comparable. Vous avez des dettes, donc des charges financières, l'autre pas. L'EBIT avant intérêt et impôt, par rapport dette fonds propres, ça c'est un ratio comparable. Et ça se compare entre entreprises concurrentes. On va dire, vous êtes capable de sortir 1 million d'EBIT avec 20 millions investis, un autre serait capable de sortir 500 000, c'est 2 fois moins. Vous allez dire, est-ce qu'il est 2 fois moins performant? Mais non, ça ne veut rien dire. Parce que peut-être que lui, il a besoin de 5 millions investis. Et là, vous dites 0,5 sur 5 millions, vous êtes à 5, lui est à 10. Vous voyez, ça c'est comparable. C'est totalement comparable. Ça montre ce que vous faites, le rendement, ce que vous produisez comme rendement par rapport à ce qu'on vous met à disposition comme capitaux. Alors vous avez compris, parce que je m'arrête là pour l'analyse, l'analyse des chiffres nécessite des comptes, des informations sur les comptes, réserves latentes, etc., des retraitements, et nécessite de bien comprendre ces comptes. C'est pour ça qu'on traite beaucoup la comptabilité, parce qu'on va analyser des chiffres. Pour analyser des chiffres, il faut déjà savoir comment ils ont été calculés. Voilà, j'en ai terminé avec le support. Ouais. Jusque-là, question? Oui. Est-ce qu'il y aura des questions théoriques à l'examen? Mais vous entendez quoi par théorique? Ah, c'est quelque chose qu'il y a dans le 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui. Oui, ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est matière du cours, c'est la prochaine fois d'ailleurs. Jusqu'aux fusions, jusqu'au retraitement, donc c'est-à-dire là il faut être à l'aise avec ses réserves latentes, hein, vous avez compris, ça c'est capital. L'aspect organe de révision, là il n'y a pas de question sur l'organe de révision, hein, donc ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'organe de révision, il n'y a pas. Mais le reste c'est les exercices, hein, donc je vous rappelle, hein, c'est un cas. C'est une donnée, un cas, avec des comptes annuels, bilan, compte résultat, une annexe, et puis des questions sur le cas. Voilà, on met des hypothèses, par exemple, on a acheté tel titre durant l'année, journaliser l'achat, etc. Mais d'un cas, avec beaucoup quasiment, je crois, toutes les matières du cours sont traitées, quasiment. C'est un cas principal. Oui, on se base sur une donnée de base, donc il faut peut-être prendre quelques minutes, 3, 4, 5 minutes pour prendre connaissance du cas, donc des comptes annuels. Puis après, les questions, on vous guide, on vous met des hypothèses, etc.
Bon, je voulais juste encore prendre le cas Tramex 21. Qui n'est pas compliqué, hein. Donc il y a les solutions, vous avez vu, elles sont toutes sur le site. J'ai mis aussi un ancien examen. Sur le site. Alors, vous avez ici, Tramex Pacamo fusionne par l'absorption. Tramex absorbe Pacamo. Je rappelle ce que ça veut dire. Tous les actifs, les passifs, sans exception, c'est-à-dire les actifs, les dettes de Pacamo, vont passer par un seul acte de fusion chez Tramex. Et ils passent à la valeur comptable. Parce qu'on pourrait très bien imaginer une autre valeur, mais c'est un des critères nécessaires pour avoir une franchise d'impôt sur les réserves latentes. Elles ne seront pas imposées si on transfère aux valeurs comptables. Il faut encore d'autres conditions. Il faut qu'on transfère vraiment une exploitation, d'une part, pas juste un actif, un immeuble, etc. Et puis, il faut que les deux sociétés soient en Suisse. Les réserves latentes restent imposables en Suisse. Voilà le dernier bilan Pacamo, celui de Tramex. Tramex, on voit, plus important, hein, la taille est plus importante. Ce sera l'absorbante. En général, c'est comme ça, c'est l'absorbante est l'entreprise qui souvent a la taille la plus importante. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà quelques informations sur le nombre d'actions, sur la valeur. Oui. Juste une question. Oui. On est d'accord que sur le type de fusion, soit par absorption, soit par échange d'actions, la prise en compte dans la nouvelle entité des comptes de la société est absorbée et pas la même. Répétez-moi le début. Là, par exemple, ici, dans le cas 21, beaucoup des comptes de la société absorbés sont repris. Tout est repris, Tout est repris. ici. Voilà. Et effectivement, dans le cas 22, je crois que c'est la première question, effectivement, c'est une fusion par échange d'actions. Aucun des comptes n'est la société. C'est juste. C'est juste. C'était juste ça ma question. Eh ben, vous avez raison. Au cas suivant, qu'on traitera encore la prochaine fois, au cas suivant, vous aurez, c'est ce qu'on appelle une quasi-fusion, parce que c'est quasiment une fusion, mais ce n'est pas une. Juridiquement, ce n'est pas une fusion, parce que vous l'avez dit, c'est juste. Au cas suivant, à la première question, qu'est-ce qu'on fait? On achète une participation. Une part d'action, alors largement majoritaire, dans la société Beta, qui continuera d'exister, exactement. Il n'y a pas de transfert d'actifs au cas 21, question 1. Alors qu'ici, au contraire, il y a un transfert d'actifs, de dettes, parce que Pacamo, par la fusion, va disparaître. Elle sera radiée du registre du commerce. N'existera plus. Donc vous voyez, on est obligé de tout transférer. Alors, je calcule d'abord le rapport d'échange. Je vais assez vite parce qu'il y a déjà la solution. Vous avez 810. 810, c'est la valeur qu'on a calculée. Mais vous avez compris que ce rapport d'échange qui est capital dépend de la valeur. Valeur de qui? Tramex, Pacamo. Comment on calcule cette valeur? Bon, on y vient tout de suite. Pacamo ici. Alors, valeur Pacamo, c'est toujours valeur de l'absorbante, absorbée, divisée par valeur de l'absorbante. 0,28 et des poussières, c'est pas possible. Vous voyez, vous êtes actionnaire, vous avez une action, on la valorise avec des méthodes d'évaluation, hein, là c'est tout un autre cours sur les méthodes d'évaluation, on la valorise, on dit elle vaut 810. Vous dites, ok, avec les rapports d'évaluation, d'expertise, j'accepte l'idée qu'elle vaut 810. Puis en échange, on vous dit, vous allez recevoir des actions, mais elles valent 2850. Ben, forcément, vous en aurez 0,28. Le but, c'est de dire, j'ai quelque chose qui vaut 810, j'ai quelque chose en échange qui vaut 810. 0,28 et des poussières fois 2850, ça fait 810. Vous voyez, un peu comme si vous dites, j'ai un billet de 100, je l'échange. Des billets de 20, combien de billets de 20? 5. C'est la même chose.
Mais ça ne va pas. Alors on split par 100. Pourquoi par 100? Une question à la pose, c'est très important, c'est une hypothèse. Parce que j'aurais pu dire par 1000, ou par 20, ou par 50. Mais voilà, je fais 100. Splitter, ça veut dire diviser. Ça veut dire que chaque action Tramex, parce que c'est Tramex qui pose problème, est divisée par 100. Juste avant la fusion. Ça veut dire qu'avant la fusion, hein, une action Tramex, nominale 1000, échangée contre 100 actions Tramex, nominale 10. Vous voyez, on dit avant la fusion, votre action Tramex, c'est fini, on vous l'échange. Votre billet de 1000, c'est fini, on vous l'échange. Contre 100 billets de 10. Vous voyez, c'est ça, c'est la même chose. On coupe le nominal. Le capital action ne bouge pas. Une action de 1000, ça fait 1000, ben c'est la même chose que 100 actions de 10. Mais alors, si vous avez 100 fois plus d'actions, si vous divisez la valeur d'une entreprise par 100 fois plus de parts, la part, elle est chaque fois 100 fois plus petite. Oui. La pratique a pour but de rendre, du coup, on diminue artificiellement la valeur des actions, c'est du coup pour rendre l'accès à ces actions plus accessible aux entreprises. Alors, oui, ça se fait régulièrement quand vous avez des actions qui ont une valeur qui monte tellement haut qu'on se dit, mais c'est trop haut pour le public, il n'achètera plus. Alors, on fait ce split. J'ai suivi certaines entreprises l'ont fait. Tesla l'a fait il n'y a pas longtemps. Ils ont divisé par 3. Bon. Alors ici, ce n'est pas tout à fait le même objectif, mais c'est le même principe, oui. Parce que du coup, ici, le 0,28, c'est en dessous du franc symbolique dont vous parliez la semaine dernière. C'est en dessous de 1, c'est du rapport d'échange 1. C'est juste. Alors, prenez le nouveau rapport d'échange. Hein, je prends le nouveau rapport d'échange maintenant. C'est la valeur 810 Pacamo divisée par 28,5. Vous voyez les 2850 là-haut, il y a 100 fois plus de parts. Vous coupez un gâteau en 100 fois plus de parts. Chaque part, elle est 100 fois plus petite. 28,50. Mais maintenant, vous arrivez à 28 et des poussières. Vous voyez, ce 0,28, ben, vous faites fois 100. 28 et des poussières, ça ne marche toujours pas. Mais ça ne marchera jamais. Alors que faire? On s'arrête. Une action Tramex. Une action Pacamo. Échanger contre 100... ah non, ça c'est autre chose. Oui, c'était là, leur nouveau rapport d'échange, je ne sais pas pourquoi je le mets ici. 28 et des poussières. Alors, une action Pacamo, 810 en francs, égale 28 fois 28,50, 28 actions fois 28,50. Essayez 28 fois 28,50. Ça fait 798. Ben, ce n'est pas 810. Alors que faire? Le cash. Vous dites, il manque 12. On va vous les payer en cash. Voilà, on y est. Voilà le rapport d'échange. Et vous allez donc payer 8000 actions Pacamo, 12 francs chacune, 96 000 francs bruts. On fait abstraction de l'aspect fiscal, hein, il y a un peu de fiscalité. Vous allez devoir maintenant mettre à disposition des actionnaires Pacamo des actions Tramex. Combien? Pour 8000 actions Pacamo, ça c'est important, chaque action Pacamo, vous dites, vous n'avez pas le choix. Votre entreprise, c'est fini pour elle, elle est dissoute, elle est radiée du registre du commerce, elle n'existe plus. L'Assemblée générale a décidé ainsi. Chacune de vos 8000 actions est échangée contre 28 Tramex de 10 nominales. Il va falloir augmenter le capital action chez Tramex de 2 240 000. Voilà. Vous avez les modalités de la fusion. Et il reste le bilan.
Voilà le bilan. Comment on obtient ces chiffres? Par exemple, la liquidité, 4 447 000, comment on l'obtient? On additionne. On a dit, tout passe, sans exception, chez Tramex. Alors, il y a première ligne, 3 830 000, plus 713. Mais, rappelez-vous, on vient de le dire, il va falloir payer 96 000. En jaune, juste en dessus. Il faut sortir cash, 96. Juste après la fusion, il va rester 4 447 000. Les clients, les stocks, etc., vous additionnez. Vous voyez, vous additionnez, c'est tout. Les dettes, vous additionnez. Vous voyez, c'est pas compliqué, vous additionnez tout. Le capital action, est-ce qu'on additionne? Ah ben non. Ah non, hein. Le capital action, c'est celui de Tramex. Il y a 6 millions avant l'augmentation de capital, on le voit ici. Vous voyez, 6 millions, troisième ligne dans les passifs. Et ce capital, on vient de dire qu'il augmente. Il augmente de 2 240 000. Vous voyez, je ne peux pas additionner les deux chiffres. Je transfère des actifs, des dettes, rien de plus. Puis en échange, je remets des actions, donc j'augmente 2 240 000. Les fonds propres. Je prends ce dernier point juste après. Les fonds propres. C'est ce Tramex, oui. Ben oui, bien sûr. Donc tous les fonds propres en dessous de ce qui est en vert, c'est les fonds propres, c'est les chiffres que vous avez chez Tramex, ils ne bougent pas. Par contre, cette réserve légale issue du capital, cette prime, ben, il y avait 0 chez Tramex, il y a 3 946 000 maintenant. Pourquoi? Regardez, il y a un apport. Augmentation de capital, ça veut dire apport. L'apport, il est là. 10 231 000 d'actifs. On a dit, on apporte tous ces éléments, mais moins les dettes. Moins ces deux éléments.